Ma femme m'a laissé avec 2 enfants, un crédit et une liste de courses collée sur le frigo, comme si elle rentrait dans 1 heure. Sauf qu'au lieu de rentrer, elle a disparu. Et le pire, ce n'est pas qu'elle soit partie. C'est ce que j'ai découvert après. Je m'appelle Julien. J'ai 41 ans. J'habite à Lyon, dans un appartement trop cher du côté de Montplaisir, avec une cuisine minuscule, un syndic inutile et des voisins qui savent tout avant tout le monde. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était solide, pas spectaculaire, pas instagrammable, juste solide, un travail correct dans une boîte d'assurance, 2 enfants en bonne santé, une femme que je pensais connaître, et cette routine un peu terne qu'on critique beaucoup, jusqu'au jour où on se retrouve seul à la rêver. Émilie disait souvent qu'on avait de la chance, qu'on avait construit quelque chose de beau. Je la croyais. J'étais peut-être naïf, mais pas aveugle. Enfin, c'est ce que je pensais. Au début, les changements ont été subtils, presque élégants. Un nouveau parfum, plus cher, plus sec, plus froid. Des rendez-vous tardifs qui tombaient toujours les soirs où j'étais coincé avec les devoirs de Milo et les crises de fatigue de Chloé. Un intérêt soudain pour des restaurants où les portions sont minuscules et l'addition humiliante. Des phrases comme « j'ai besoin d'exister autrement » ou « j'étouffe un peu dans le quotidien », ce genre de phrases qui sonnent profondes quand on les dit avec un verre de vin blanc à la main, et vaguement insupportables quand c'est vous qui videz le lave-vaisselle derrière. Je ne suis pas le genre d'homme à surveiller un téléphone ou à jouer au mari parano. J'ai toujours trouvé ça misérable. Si quelqu'un veut mentir, il mentira avec ou sans code Face ID. Mais Emily a commencé à sourire à son écran d'une manière nouvelle. Pas le sourire banal, pas celui d'un message de copine ou d'un colis Vinted enfin expédié. Non, un sourire intérieur, presque lumineux. Le sourire d'une personne qui vit quelque chose ailleurs et qui rentre quand même dormir chez vous. Il y avait aussi ses absences mentales. Elle hochait la tête sans entendre, oubliait les horaires du judo, ratait les réunions de l'école, laissait Chloé raconter sa journée dans le vide, puis se rattrapait avec un cadeau absurde acheté à la Fnac ou chez Sephora, comme si la tendresse pouvait se compenser en tickets de caisse. Un soir, dans un café près de Pardieu, je l'ai rejointe par hasard. Enfin, par hasard. Disons que mon rendez-vous client s'était terminé plus tôt, et que j'avais eu la brillante idée de m'offrir un espresso avant de rentrer. Je l'ai vue avant qu'elle me voie. Elle était en terrasse avec un homme en chemise bleu pâle. Le genre lisse, propre, trop sûr de lui, montre discrètement cher. Posture de cadre qui confond assurance et importance. Il la faisait rire. Pas rire poliment, pas rire socialement. Non. Rire avec la tête penchée et la main sur la bouche. Son rire à elle, celui que je n'entendais plus à la maison depuis des mois. Je suis resté planté 3 secondes, ce qui est très long. 3 secondes. Quand votre mariage commence à se décomposer devant une corbeille de viennoiserie. Elle m'a finalement aperçu. Son visage s'est figé. Lui s'est retourné. Calme, presque amusé. Elle s'est levée trop vite. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» La question était magnifique, presque artistique, comme si c'était moi, l'intrus dans ma propre vie. J'ai répondu « Je pourrais te demander pareil ». Elle a bredouillé « C'est Ryan ». Un collègue. On préparait la présentation de lundi. J'ai regardé la table. 2 verres de chardonnay. Une assiette de tapas. Son téléphone face contre table. L'ambiance PowerPoint était audacieuse. Ryan m'a tendu la main. J'ai hésité une demi-seconde, juste pour le plaisir de le laisser suspendu dans son élégance. Enchanté, j'ai dit, sans être enchanté du tout. Émilie a voulu normaliser la scène. Elle a parlé trop vite, trop haut. Avec ce ton de femme qui sent la catastrophe approcher et qui essaie de la maquiller en malentendu, sur le chemin du retour, elle s'est vexée avant même que je pose une question. C'est pratique. La défense préventive. Tu deviens étouffant. Julien, tu analyses tout. On ne peut même plus boire un verre avec un collègue sans passer devant le tribunal conjugal. J'ai répondu, ce n'est pas un tribunal. Émilie, c'est juste ma vie. Et j'aimerais savoir à partir de quand je suis devenu un figurant. Elle n'a rien dit. Elle a regardé par la fenêtre du tram comme dans un film français un peu prétentieux. Et moi,
pour la première fois, j'ai senti quelque chose de net. Pas encore la certitude. Non, la certitude vient plus tard, quand elle peut vous achever proprement. Non, ce soir-là, j'ai senti la fissure, la vraie. Celle qu'on ne rebouche pas avec un week-end en amoureux ou un dîner chez des amis. À partir de là, tout a accéléré. Émilie rentrait plus tard, partait plus tôt, verrouillait son téléphone, jusque pour aller chercher le pain. Elle s'est mise à parler d'elle, à la troisième personne morale. J'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai besoin qu'on me voie, qu'on me reconnaisse. J'ignorais qu'élever ses enfants, payer un crédit et partager une vie relevait désormais de l'invisibilité sociale. Puis il y a eu le détail qui a tout déplacé. Un mercredi matin, en cherchant un certificat de mutuelle dans le tiroir du bureau, je suis tombé sur un reçu d'hôtel à Annecy. 2 nuits, chambre double, un mardi et un mercredi, précisément les jours où elle m'avait juré être en séminaire à Dijon. J'ai regardé la date, puis la signature. Émilie n'était pas seulement en train de me mentir. Elle s'organisait, elle investissait dans le mensonge, avec méthode, avec confort, presque avec application. Ce soir-là, j'ai attendu qu'elle rentre. Les enfants dormaient. Le salon sentait le linge propre et la fatigue. J'avais le reçu dans la poche. Elle a posé son sac, m'a regardé. Et avant même que j'ouvre la bouche, elle a compris que quelque chose venait de se terminer. Sauf que je ne savais pas encore quoi, ni à quel point le pire m'attendait dès le lendemain matin, accroché au frigo, sous un aimant de Disneyland. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot sous l'aimant Mickey. Et franchement, quitter son mari avec l'aide logistique de Disneyland, il fallait oser. Il y avait écrit « J'ai besoin de partir, de me retrouver. Ne me cherche pas. Les enfants seront mieux avec toi. » Pour l'instant. J'ai relu cette formule 3 fois. Comme si elle pouvait finir par devenir moins obscène, elle venait d'abandonner Milo et Chloé comme on reporte un abonnement à la salle. Avec une petite nuance de développement personnel pour faire plus propre, je suis resté debout devant le frigo en caleçon, le mot à la main, pendant que la cafetière faisait un bruit de vieille locomotive et que Chloé appelait depuis sa chambre parce qu'elle ne retrouvait pas sa peluche. La vraie vie a ce talent insupportable. Elle continue, même quand la vôtre vient de prendre un coup de marteau. J'ai rangé le papier dans la poche de mon gilet, j'ai retrouvé la peluche, préparé les tartines, signé un mot pour l'école, noué un lacet, essuyé du chocolat sur une joue, répondu « Non, maman n'est pas partie en voyage. » Enfin, pas exactement. Et à 8h12, j'étais déjà dans la voiture avec 2 enfants à déposer et une bombe nucléaire dans la poitrine. Au bureau. J'ai tenu 2 heures avant de sortir m'asseoir sur un banc. J'ai appelé Émilie, messagerie, puis encore, puis WhatsApp. Un message lu sans réponse. J'ai appelé sa sœur, Camille. Silence gêné, puis cette phrase admirable de lâcheté. Je crois qu'elle a besoin d'espace. J'ai regardé le ciel gris au-dessus de Lyon, et j'ai pensé que l'espace, elle en avait pris beaucoup, y compris le mien. Le soir, j'ai ouvert notre compte commun. Et là, j'ai compris que le mot sur le frigo n'était pas une fuite improvisée. C'était une opération, virement étalé sur plusieurs semaines, petit montant pour ne pas alerter, paiement dans des boutiques où Émilie n'avait jamais mis les pieds avant, réservation Airbnb à Aix-en-Provence, billets de train, restaurant, et surtout, un retrait plus lourd effectué 3 jours plus tôt. Presque tout ce qu'on gardait de côté pour le rattrapage du crédit et la chaudière de l'appartement, cette femme n'était pas partie se retrouver. Elle avait vidé le canot avant de quitter le navire. J'ai appelé la banque le lendemain. Rendez-vous d'urgence. Conseillère crispée. Ton compatissant calibré. Monsieur, comme il s'agit d'un compte joint. Les mouvements étaient autorisés. Bien sûr, en France, on peut parfois ruiner quelqu'un très légalement. C'est une élégance administrative. Je suis ressorti avec une brochure sur la gestion budgétaire et l'envie très modérée d'encadrer quelqu'un. J'ai commencé à vendre ce qui pouvait l'être. La vieille moto que je n'utilisais plus. La cave à vin offerte par mon beau-père. Quelques meubles. J'ai renégocié l'assurance, suspendu les vacances, appelé la CAF, refait mes calculs sur un coin de table. Le genre de moment où vous découvrez que la dignité coûte cher
et qu'elle n'est jamais remboursée par la mutuelle. Pendant ce temps, Émilie existait quelque part hors cadre, sans un appel pour les enfants, sans un mot, sauf un virement minuscule après 15 jours, accompagné d'un message sec, pour aider un peu. Aider un peu. C'était charmant. Comme jeter une pièce au type que vous venez de pousser dans l'escalier. Milo, qui avait 9 ans, ne disait presque rien. Il observait. Il encaissait en silence. Et cette retenue me brisait plus que des larmes. Chloé, elle, demandait tous les soirs quand maman rentrait. J'ai appris à mentir avec douceur. Bientôt. Peut-être. On verra. Des phrases souples, sans promesse. Le mensonge parental. Celui qui sert juste à empêcher la nuit de devenir trop lourde. 3 semaines après son départ. En cherchant des papiers pour le notaire de l'immeuble, j'ai pris son ancien ordinateur portable, celui qu'elle disait fichu. En réalité, il n'était pas fichu, juste déconnecté de sa vie neuve. Il s'est allumé après 2 essais, sans mot de passe, ou peut-être que j'étais encore le mot de passe. Ce qui était d'un goût douteux, j'ai trouvé des dossiers anodins, des factures, des CV, des photos des enfants, puis une sauvegarde de messages, pas cachée, presque laissée là comme une insulte supplémentaire ou une preuve de son arrogance. Ryan apparaissait partout. Au début, c'était banal. Réunion, plaisanterie, café. Puis très vite, une intimité gluante s'était installée. Elle lui racontait mes horaires, mes habitudes, mes faiblesses, mon dos coincé, mes angoisses pour l'argent, mes efforts pour les enfants. Elle transformait notre vie en matériau de séduction. J'ai lu « Il ne comprend pas la femme que je suis devenue ». Puis, avec lui, j'ai l'impression d'être enfin choisi. Celle-là m'a fait rire. Un rire court, sec, presque élégant, puisque visiblement dépouiller son mari et abandonner ses enfants relevait désormais du choix de soi. Mais le pire n'était même pas l'histoire avec Ryan. Le pire, c'était la date des premiers messages sérieux. Il remontait à 17 mois avant son départ. 17 mois, pendant lesquels elle m'embrassait le matin, réservait des déjeuners de parents d'élèves, choisissait un canapé avec moi, et couchait quelque part dans sa tête avec un autre homme, bien avant de partir. J'ai continué à lire, malgré moi, comme on appuie sur un bleu pour vérifier qu'il fait encore mal, et au milieu d'un échange, une phrase à tout geler. Ryan écrivait « Quand tout sera réglé, tu n'auras plus à mentir pour l'argent non plus. » J'ai relu la ligne plusieurs fois. Pour l'argent non plus. Cela voulait dire qu'il n'y avait pas que l'adultère. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus préparé. Et en fouillant encore, j'ai trouvé un PDF scanné. Un document que je n'aurais jamais dû voir, avec mon nom, sa signature, et une date qui me donnait soudain une très bonne raison de ne plus croire au hasard. Le PDF, c'était une demande de rachat partiel sur notre assurance vie, avec ma signature en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. C'était sa version à elle de ma signature. La copie appliquée d'une femme qui avait eu des années pour m'observer signer des chèques, des autorisations scolaires et des devis de plombier. J'ai regardé le document, puis la date, puis de nouveau la signature, et j'ai senti ce calme très particulier qui arrive quand la douleur change de catégorie. On ne parle plus d'un couple qui se défait. On parle d'une opération menée avec méthode. Émilie ne m'avait pas seulement trompé. Elle m'avait utilisé, ce qui, à bien y réfléchir, était assez cohérent avec son nouveau goût pour les gens qui parlent de liberté en business class. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec la banque, puis avec un avocat recommandé par une collègue. Maître Dufour, cabinet sobre près des Brotteaux, plante verte fatiguée à l'entrée, machine à café sinistre, et cet art très français de vous annoncer une catastrophe avec une politesse impeccable, il a parcouru les pièces, le mot de départ, les relevés, le reçu d'hôtel, les captures de messages, le faux document, puis il a retiré ses lunettes et m'a dit « Votre épouse a probablement estimé que vous ne vérifieriez rien avant longtemps. » J'ai répondu « Elle me croyait amoureux. » Ce qui, juridiquement, n'est pas un excellent système d'alarme. Il a presque souri. Presque. Chez certains avocats, c'est l'équivalent d'une accolade. Il m'a conseillé de tout figer. Compte, preuve, échange, de ne pas écrire sous le coup de la colère.
de demander rapidement des mesures pour les enfants, et surtout de partir du principe qu'Emily reviendrait avec une version très travaillée des faits. Il avait raison. 3 jours plus tard, elle m'a enfin appelé. Numéro masqué, évidemment. La noblesse aime l'anonymat. J'étais dans la cuisine, en train d'essayer de convaincre Chloé que les coquillettes au beurre étaient un dîner festif. Quand le téléphone a vibré, sa voix a traversé la pièce, comme une odeur qu'on croyait partie. « Julien, je voulais savoir comment vont les enfants. » J'ai eu un petit silence. Pas dramatique, pas théâtral. Juste ce qu'il faut pour lui faire sentir le vide exact de sa question. Ils vont avec le parent qui est resté. J'ai dit. Elle a soupiré. Ce soupir de femme contrariée, d'être renvoyée à ses actes, plutôt qu'à ses intentions. J'essaie de faire les choses proprement. Proprement. J'ai regardé mes factures empilées. La chaise bancale, que je n'avais pas encore réparée. Le cahier de liaison ouvert sur la table, et j'ai pensé que nous n'avions clairement pas la même définition de l'hygiène. Je lui ai parlé de l'assurance vie, du faux document, elle a nié trop vite, puis s'est lancée dans une explication fumeuse. C'était administratif. Ryan connaissait quelqu'un. On allait régulariser. Régulariser. Encore un mot magnifique. On aurait dit un communiqué de préfecture après une petite catastrophe ferroviaire. J'ai compris pendant cet appel qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait seulement que je l'ai compris. À partir de là, j'ai cessé d'attendre une vérité de sa part. C'était reposant, presque thérapeutique. Pendant que l'avocat avançait, la vraie bataille se jouait à la maison. Les matins où Milo disait qu'il avait mal au ventre les jours de sport. Les soirs où Chloé s'endormait sur le canapé, parce qu'elle avait voulu m'attendre. Les réunions à l'école où je me retrouvais seul au milieu des couples coordonnés avec leurs gourdes en inox et leur sérénité de catalogue bio. Au début, les autres parents me regardaient avec cette compassion floue qu'on réserve aux gens dont la vie a eu la mauvaise idée de devenir visible. Puis j'ai appris à rendre ça inconfortable pour eux, quand une mère m'a demandé, avec la douceur indiscrète des gens bien élevés, et leur maman, elle est en déplacement. J'ai répondu, depuis plusieurs semaines, oui, quelque part entre la fuite et l'oubli. Après ça, curieusement, on m'a laissé tranquille. L'hiver est arrivé d'un coup, avec les factures de chauffage, les rhumes des enfants, et le TER annulé le seul jour où j'avais une réunion importante à Grenoble. J'ai commencé à vivre à l'euro près, à cuisiner mieux pour moins cher, à faire les lessives la nuit, à remplir des dossiers CAF comme si je préparais un concours administratif de haut niveau. J'étais épuisé, nerveux, parfois injuste, puis honteux de l'avoir été. Mais je tenais parce qu'il n'y avait personne d'autre pour tenir à ma place. Un samedi de décembre, Milo m'a demandé sans me regarder. Si maman revient, tu la laisses rentrer. La question est tombée pendant que j'épluchais des pommes de terre, avec la radio en fond et l'odeur d'oignon dans l'appartement, c'est-à-dire au milieu de quelque chose de banal, donc de redoutable. J'ai posé l'économe, j'ai réfléchi une seconde, puis j'ai dit « Rentrez où ?» Il a levé les yeux vers moi, et j'ai compris que lui aussi, malgré son âge, avait déjà saisi l'essentiel. Une maison, ce n'est pas une porte, c'est la confiance de ceux qui vivent dedans. Il a hoché la tête sans rien dire. Ce soir-là, après leur coucher, j'ai reçu un mail de l'avocat d'Emily. Oui, madame avait désormais un avocat. La reconstruction de soi passe souvent par du papier à en-tête. Le message parlait d'une séparation devenue inévitable, de tensions anciennes, de climat émotionnel compliqué, et suggérait que le départ d'Emily s'inscrivait dans un contexte de fragilité conjugale. Partager. Partager. J'ai relu le mot avec une admiration sincère pour la langue juridique. C'est la seule capable de transformer un abandon organisé en météo un peu capricieuse. Puis j'ai ouvert la pièce jointe. Et là, entre deux phrases soigneusement blanchies, j'ai vu le détail qu'il n'avait pas anticipé. Une adresse provisoire à Aix, au nom d'Emily, et juste en dessous, le même nom de famille que Ryan. Voir leurs deux noms accolés sur la même adresse, ça n'a pas provoqué de scène intérieure spectaculaire, pas de verre brisé, pas de grand monologue face à la fenêtre, juste un calme très net, le genre de calme qu'on atteint quand le mensonge finit par se fatiguer avant vous. Emily n'était plus une femme perdue,
Ni une mère confuse, ni une épouse en crise. Elle était installée, organisée, presque domestiquée dans sa nouvelle vie, avec Ryan à Aix, pendant que moi je comparais les tarifs d'électricité et les promos sur les yaourts. J'ai transféré le document à Maître Dufour, qui m'a répondu à 8h12 le lendemain. Ce détail seul suffisait à me redonner foi en certaines professions. « Nous tenons quelque chose », avait-il écrit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu la sensation modeste, mais précieuse, de ne plus être seulement celui qui subissait. La suite a été moins romanesque que méthodique. Audience, pièces, délais, attestations, échanges aussi glacés qu'une salle d'attente de radiologie, Émilie demandait un droit de visite progressif, formulé avec une prudence presque touchante, comme si elle proposait de reprendre un abonnement interrompu. Les enfants, eux, n'étaient pas un dossier. Milo s'était refermé, avec une élégance d'adulte miniature qui m'inquiétait plus que des colères. Chloé dessinait sa mère sans visage. Juste une silhouette avec des cheveux jaunes et un sac. Un psychologue scolaire m'a dit « Les enfants mettent parfois du blanc, là où il y a eu trop de manque. » J'ai répondu que chez nous, le manque avait aussi pris l'épargne et la cafetière. Il n'a pas ri. Les psychologues ont parfois l'humour sous assistance respiratoire. Les premières visites ont été un désastre propre. Émilie arrivait avec des cadeaux trop chers, des vêtements mal choisis, des intentions impeccables et aucun sens du réel. Elle parlait aux enfants comme à des invités qu'il fallait reconquérir, alors que moi, je connaissais par cœur l'emplacement des pansements, les notes de dictée, les cauchemars de Chloé à 3h du matin. Un mercredi, elle a voulu emmener Milo au cinéma, il a dit non. Simplement non. Sans colère, sans drame. Et cette syllabe a eu sur elle l'effet d'une gifle invisible. Après la séance chez le médiateur familial, elle m'a attrapé dans le couloir. « Julien, tu montes les enfants contre moi. » J'ai tourné la tête vers elle. Calme, presque aimable. « Émilie, tu t'es absentée toute seule. Ne me demande pas de faire le service après-vente. » Elle a blêmi. Puis elle a repris ce ton qu'elle réservait autrefois au dîner entre amis, quand elle voulait paraître supérieure, sans avoir l'air méchante. « Tu es devenue dure. » J'ai répondu « Non. » Précis. La précision passe souvent, pour de la dureté, chez ceux qui vivaient confortablement dans le flou. Les années ont ensuite fait leur travail. Ce travail lent, ingrat, splendide, celui qui ne fait pas de bruit. J'ai changé d'appartement pour un plus petit à Villeurbanne, plus lumineux, moins cher, avec une boulangerie au coin et une école accessible à pied. J'ai refusé la honte. J'ai appris à tresser des cheveux, à repasser des chemises d'enfant, à signer seul les papiers de rentrée, sans avoir l'impression d'être la moitié de quelque chose. On a fabriqué nos habitudes. Les crêpes du dimanche, le film nul du vendredi. Les trajets en métro où Milo faisait semblant de ne pas aimer me parler, puis me racontait tout juste, avant Charpennes. Je n'étais plus en survie. J'étais devenu un père solide, un homme plus sec peut-être, mais plus juste. Et surtout, je n'attendais plus rien d'Émilie. Puis 7 ans ont passé. Et un soir de juin, à la fête de l'école de Chloé, entre les gobelets de sirop tiède, les nappes en papier et les parents épuisés, je l'ai vue, immobile, près du portail, parfaitement habillée, un peu trop. Comme quelqu'un qui croit qu'on peut encore rattraper le temps avec une belle veste, elle regardait nos enfants rire avec moi. Et dans son visage, pour la première fois, il n'y avait ni défense, ni arrogance, juste cette réalisation brutale qu'on n'est plus attendu nulle part. Elle a croisé mon regard, a esquissé un pas, puis s'est arrêtée. Et j'ai compris qu'elle venait enfin de mesurer la seule chose que je n'avais jamais pu lui expliquer. Nous n'étions pas une famille cassée. Nous étions devenus une famille sans elle. Et quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message. Sobre, presque humble. « Est-ce qu'on peut se voir? J'aimerais te parler. » Seul. Cette fois, j'ai accepté. Pas pour rouvrir une porte, seulement pour entendre ce qu'on ose dire quand on n'a plus rien à négocier. On s'est retrouvés dans un café, près de la place Ambroise Courtois. Un endroit neutre. Des chaises en bois. Un serveur fatigué. Des gens qui tapaient sur leur ordinateur, comme si leur vie en dépendait. Émilie était déjà là, sans mise en scène cette fois. Pas de grand manteau dramatique. Pas de parfum de femme inaccessible. Juste une fatigue visible.
Et ce regard des gens qui ont enfin compris que le temps ne négocie jamais. Elle a dit « Merci d'être venu ». J'ai répondu « Ne complique pas la scène. Je prends juste un café ». Elle a presque souri. Presque. Puis elle s'est lancée. Ryan n'était plus là depuis longtemps. Leur histoire s'était terminée comme commencent beaucoup de trahisons. Dans la flatterie, puis dans l'usure, elle avait cru à une vie plus brillante, plus légère, plus admirée. Elle s'était retrouvée avec un homme qui aimait surtout l'idée de séduire une femme mariée. Pas la réalité d'une femme qui avait laissé derrière elle 2 enfants et un champ de ruines administratif. Elle m'a parlé de solitude, d'erreur, de honte, du fait qu'elle avait tout vu trop tard. Je l'ai laissée parler, calmement, sans la sauver de ses phrases. C'était nouveau pour elle, autrefois. Elle comptait sur mon décodage bienveillant. Cette fois, je ne traduisais plus rien. Puis elle a dit ce qu'elle était venue dire. Je voudrais revenir. Pas forcément comme avant. Je sais que c'est impossible. Mais retrouver une place, reconstruire quelque chose, être de nouveau une famille. J'ai regardé ma tasse, puis elle, et j'ai senti en moi une chose très rare. Pas de colère, pas même du mépris. Juste une clarté tranquille. Émilie, je t'ai pardonné il y a longtemps. Sinon je serais resté attaché à toi d'une façon ou d'une autre. Et je n'ai plus envie de vivre attaché à ce qui m'a détruit. Elle a baissé les yeux. J'ai continué. Tu confonds peut-être pardon et retour. Ce n'est pas la même chose. Le pardon, c'est ce que j'ai fait pour avancer. Le retour, c'est ce que je refuse pour nous protéger. Elle a murmuré. Je suis leur mère. J'ai répondu. Oui. Et ça, personne ne peut l'effacer. Mais une mère, ce n'est pas seulement un fait biologique ou une apparition à la fête de l'école dans une belle veste. C'est une présence, une continuité, des années de petits gestes que personne n'applaudit. Elle a eu les larmes aux yeux, pas les miennes, les siennes. Et pour la première fois, ça ne m'a pas fait vaciller. Elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un dans ma vie. J'ai dit oui, depuis un moment. Quelqu'un de stable, de simple, de solide. Quelqu'un qui n'a jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Juste d'ajouter de la paix, là où il y avait eu du fracas. C'était vrai. Claire faisait désormais partie de notre quotidien. Doucement, intelligemment. Les enfants l'aimaient sans conflit, parce qu'elle n'avait jamais exigé d'être aimée. Émilie a fermé les yeux une seconde, comme si cette information achevait le décor. Alors elle a demandé « Et nous, il reste quoi ?» J'ai répondu « La vérité. Enfin, et une possibilité. Si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, sois présente pour eux. Sans théâtre, sans rattrapage spectaculaire. Sans te raconter que tu peux revenir au point de départ. Ce point n'existe plus. On l'a enterré depuis longtemps. Elle a hoché la tête, lentement, comme quelqu'un qui signe enfin le contrat réel. Pas celui qu'elle avait imaginé. On s'est levé. Elle a dit « Je suis désolé ». J'ai répondu « Je sais ». Et cette fois, je le pensais. Dehors. Le ciel était clair. Des enfants sortaient de l'école voisine avec des cartables trop grands. Mon téléphone a vibré. Un message de Milo. « Tu prends du pain en rentrant. » Et un autre de Chloé. Pas la baguette aux graines, la vraie. J'ai rangé le portable. Émilie m'a regardé une dernière fois. Puis elle est partie à gauche, moi à droite. Il n'y a pas eu de musique intérieure. Pas de miracle. Pas de seconde chance, déguisée en sagesse. Juste une évidence nette. Certaines personnes reviennent quand elles comprennent ce qu'elles ont perdu. Mais cela ne veut pas dire qu'elles retrouvent leur place. Moi, j'ai repris le chemin de la boulangerie, puis celui de chez nous. Et pour la première fois en pensant à elle, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une paix impeccable. Sick. And there. Oh, that's fine. Did it. Come here. Hang on, there was a door here that I could go into. Haha, stuff. Oh, nice. Scavenged parts. Oh my god, do you remember that bit where we got Joel to do like this funny little dance last time? Oops.
Town up ahead's our last stop. Take a look. Is that a different town? This isn't their town. This is a Here's the different town. town. With the big tower thing? Yep, that's where the next lookout is. Ah, there's a ski lodge. That's the one on Tommy and Joel's route. That's the one. Oh, that's where Abby was going, right? That's where she just was? Let's get back to the horses. So that's how we're foreshadowing that Tommy and Joel are going up that way. Scared the shit out of me. Question. Were you wearing those same clothes yesterday? They're clean. Ew, No judgment. do you see that rope flail around then? Thanks for dinging hells. It's patrol. Oh wait, you we're know? under. We're here to kill infected, not to look fancy. Still look nice. Stop you. flirting. Gun! You know it's good when you're picking up guns. Hey, Japan. Japan. Japan and Shimmer. Come on. I feel like something scary is going to happen very soon. The game's feeling all too peaceful. Thanks, Nate. Jump. Pretty. I think we should go out like Eugene. From a stroke? No, from old age. Like living a long life. You? Well, No duh, way. isn't Come that on. what You're everyone way too wants, reckless. Ellie? But also who's 73, talking? yeah. Well, you'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. You know how you're gonna die? Pretty. Let me guess. You're gonna kill me? Oh, is that foreshadowing? No. Does she kill her? Oh, I'm lagging. Maybe. Fuck Why you. am I lagging? I guess it's loading a new area, right? Oh, I'm still lagging. I'm a bit out of frame, hey? Oh, I'm still lagging. Come on, game. We can do this together. I need to optimize my Hey, should we check these houses OBS out? a little. Oh, I'm really lagging. Oh, my frame rate's dropping. Hang on, let me just close a few things. That helped. I just closed Discord and that helped. Stream Deck, my light. Should be a bit better. Nice. Seems quiet, but we can if you PC's want. I think we still screaming got all of a supplies. sudden. Why are you warning me I can dismount with E? Fuck. The temperature dropped. Oh, blood. Easy, girl. Ew. Shit. Oh, well, it dismantled her anyway. What the Oh, wait, it's like I should have left the horse behind. smell? Looks like infected did this. Oh, no fucking What do you shit. think it would take to bring down a moose? A lot. More than one. Oh my god, it's the horse Where gonna the be hell are okay? they? Let's go find him.